Bonjour mes amis, alors en ce moment on parle beaucoup du Texas et évidemment je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler dans le cadre de mes vidéos et surtout essayer de discerner entre le mythe, la légende et la réalité. Alors bon, le thème actuel, le thème contemporain, c'est évidemment l'immigration clandestine ou l'immigration illégale qui passe par la frontière entre le Mexique et le Texas et qui, alors pour vous donner une idée du volume, c'est environ 5000 personnes par jour. Ça fait à peu près, je dirais, 2 millions de personnes par an qui passent par la frontière tous les depuis le début du mandat de Biden. Voilà, donc ça vous donne une idée de la masse des gens. Alors bon, évidemment, il y a un contexte purement mexicain, le Mexique étant un narco-state, comme on dit, c'est-à-dire qui a le pouvoir au Mexique, ce sont les narcotrafiquants, et ce sont eux qui gèrent le trafic d'êtres humains entre le Mexique et les États-Unis, en tout cas qui assurent le passage de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Alors, qui passe par la frontière? Alors ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais c'est tout le monde. Ça peut être des Chinois, ça peut être des Hispaniques d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, d'Amérique centrale, etc. Ça peut être aussi beaucoup d'Africains, beaucoup de gens du Moyen-Orient. Donc on a aussi des risques d'attentats. Bon, il y a énormément de d'inconnus dans, dans les conséquences de cette immigration non contrôlée. Bon, alors ceci étant dit, voilà le contexte. Alors maintenant, le gouvernement américain, donc depuis l'élection de Biden en 2021, enfin 2020, entrée en vigueur en 2021, il a complètement stoppé toute tentative d'arrêter les immigrants à la frontière, les illégaux, hein, parce que d'appeler ça immigrants illégaux, je trouve ça un petit peu, on appelle ça des illégaux ou des clandestins, tout simplement. Et donc oui, ça c'est un problème de volonté politique. Alors, voilà la source du problème. Le gouvernement du Texas n'a pas fait grand-chose depuis 2021 et depuis quelques semaines ou quelques mois commence à se réveiller. Alors, des mauvais esprits vont me dire ouais, mais attends, c'est des élections présidentielles. Il y aura aussi des élections locales en 2024. Hein. En général, quand on est convoqué pour voter dans une grande élection nationale, comme par exemple les présidentielles, comme c'est en novembre 2024, on va aussi voter pour des choses locales, pour des renouvellements de mandat ou pour des comment je peux dire, pour des amendements aux constitutions de l'État ou alors à des mini-référendums, etc. Ça va dépendre vraiment du cadre local. Bon, donc on sait que l'enjeu est très important cette année pour tout le monde et à tous les niveaux. Alors, la question qui se pose, c'est lié justement à un arrêt de la Cour suprême des États-Unis Abbott contre Biden. Alors Abbott est le gouverneur du Texas et Biden, tout le monde le connaît, donc c'est pas la peine d'en dire plus. Et donc la Cour suprême, je vous le fais très vite et très résumé, dit voilà, le Texas a le droit de mettre des barbelés à la frontière avec le Mexique, mais le gouvernement fédéral, c'est-à-dire Biden, a le droit de couper ces barbelés pour laisser passer les illégaux. Bon, c'est un truc de dingue, quoi. Donc voilà. Donc alors, ce serait trop compliqué de vous expliquer comment se déroule la répartition des pouvoirs entre les États fédérés et l'État fédéral. C'est très complexe, c'est très juridique, c'est une jurisprudence qui est très dynamique et qui a beaucoup évolué depuis la création des États-Unis et qui pose énormément de problèmes. Bon, notamment dans le cas du Texas. Hein, je rappelle, le Texas, c'est un État qui est à peu près 2 fois et demi la taille de la France, qui regorge de pétrole, qui est une grosse puissance agricole et aussi industrielle. Hein, Tesla,
par exemple, à installer une méga usine au Texas. Et Musk parle même de transférer le siège social de sa société de Californie au Texas. Donc bon, il y a pas mal de choses qui se passent au Texas. C'est un État qui est très favorable économiquement et fiscalement. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu de l'État au Texas. Bon, il y a beaucoup de terrain. Il y a une énergie qui est abondante et peu chère. Et il y a un climat économique qui est très favorable aux entrepreneurs. Voilà. D'ailleurs, il y a une immigration positive. Je vous avais parlé de ça dans une autre vidéo de l'immigration interne aux États-Unis. Et effectivement, le Texas est l'un des États qui bénéficie le plus d'une migration interne, c'est-à-dire les États du Nord-Est, les États du Midwest et la Californie qui envoient des habitants vers le Texas et la Floride, bien sûr. Mais bon, le thème ici, c'est pas la Floride, c'est le Texas. Alors, pour sécuriser la frontière entre le Mexique et le Texas, parce que le Texas géographiquement a une longue frontière avec le Mexique, bien sûr, et aussi le Texas a une, une comment on appelle ça, une ouverture sur le golfe du Mexique qui est très importante aussi. Donc en fait, c'est aussi, ça devient aussi une puissance maritime, notamment pour le transport d'hydrocarbures, mais pas seulement. Donc oui, il y a le Texas a beaucoup d'atouts économiques et le problème de cette immigration illégale, c'est que ça d'abord ça pose un problème de sécurité. Les migrants vont sur les terres des particuliers, ils détruisent des terrains, ils détruisent des installations. Il y a des agressions sur les citoyens américains sur place. Il y a il y a aussi quand ils restent aux États-Unis, quand ils restent au Texas, comment on appelle ça, une pression sur les demandes de logement, de soins, etc. Donc c'est pas anodin. C'est pas anodin que le Texas réagisse seulement maintenant parce que bon, la pression était forte au départ, mais elle devient de plus en plus forte maintenant parce que le rythme d'entrée illégale, le rythme des entrées illégales a beaucoup augmenté ces derniers temps. Peut-être par crainte d'un resserrement après l'élection de novembre 2024. Est-ce que les immigrants illégaux ou les narcotrafiquants auraient plus de flair euh, politique que les journalistes de Washington DC? Allez savoir. Je serais pas étonné que ce soit le cas, mais bon. Donc, si Trump est élu en 2024, donc en novembre, la frontière va être fermée, hein, ça c'est sûr. Bon. Alors, c'est pourquoi le Texas disons, resserré je dirais, resserré la vis sur la surveillance de sa frontière et le fait d'arrêter des illégaux. D'ailleurs, il les arrête pour voie de fait pour voie de fait ou alors pour empiètement sur la voie publique. On dit en anglais trespassing. C'est quelque chose qui est assez unique en droit anglo-saxon. Trespassing, ça veut dire quelqu'un qui met le pied sur une propriété privée sans y être invité ou autorisé, automatiquement, même par accident, peut être poursuivi en justice et même emprisonné. Alors c'est à la fois un dommage civil et aussi un crime. Donc on peut aller en prison pour ça. Et c'est sur cette base-là que le Texas arrête, les autorités du Texas, hein, pas les autorités fédérales, les autorités du Texas arrêtent les illégaux. Ça aussi, c'est un aspect assez intéressant. Alors, l'autre question qui se pose et qui excite beaucoup de mes amis français en ce moment, c'est est-ce qu'on se dirige vers une sécession? Alors, pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a 25 États dirigés par des gouverneurs républicains qui ont apporté leur soutien à la fois légal et opérationnel au Texas. Alors, par exemple, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a envoyé la garde nationale de Floride pour aider les autorités du Texas à surveiller la frontière. Il y a d'autres États qui ont fait la même chose, ou alors ils ont aidé le Texas à poursuivre le gouvernement fédéral. Donc il y a à la fois une guérilla
judiciaire, légale, juridique, et il y a une action concrète sur le terrain. Bon, sans compter qu'évidemment, le Texas, quand ils attrapent des immigrants illégaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils les envoient à New York, à Boston, à Chicago. C'est assez drôle d'ailleurs. Et les maires de ces villes crient ah, on n'a plus la place, on n'a plus les moyens, etc. Alors qu'il y a quelques années, ils disaient qu'ils étaient les maires de villes sanctuaires. Donc en fait, on pouvait être illégal et habiter à New York. Bon, c'est une catastrophe, hein. Comme tout acte de générosité ridicule, bah, c'est ruinant. Voilà. Donc ça, mais ce sera. J'en avais parlé déjà dans une vidéo précédente, mais bon, j'en reparlerai probablement dans le futur. Alors, sécession. Bon, ah, ça fait, comme je le disais, ça fait rêver ou ça excite mes amis français ou même américains. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui parlent de ça. Mais moi, je voudrais vous calmer un petit peu tous, les amis. Je vais vous donner ma petite analyse à 2 centimes qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a le mérite d'être basée sur un article que j'ai lu, qui m'a fait beaucoup rire. Je pense que c'était humoristique, mais c'est quand même paru dans un journal assez sérieux, ça s'appelle The Spectator. Bon, c'est The Spectator. Donc c'est un journal, c'est un magazine américain qui est plutôt à droite, je dirais, mais qui donne des perspectives assez intéressantes. Et en fait, l'article, hein, je résume, hein, disait en gros, les Américains sont trop gros pour faire une autre guerre de sécession. Alors évidemment, c'est très ironique, ça m'a fait rire. Les arguments sont pas faux. Les Américains sont complètement obsédés par la junk food, par les Oreos, ces biscuits dégueulasses, ou alors par McDonald's ou Burger King, ou toutes ces saloperies qu'on vend, etc. aux États-Unis, et que malheureusement les Français connaissent aussi. Et donc c'est quand on est obèse, on fait pas une révolution. Voilà, quand on est en mauvaise santé, on fait pas une révolution. Donc ou une sécession. Bon, c'est un petit peu ridicule. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Là encore, il y a beaucoup de fantasmes, des gens qui disent oui, c'est impossible, pas de sécession. On avait dit ça du Brexit, et puis finalement, les Anglais sont partis, et puis voilà. Alors ça a été la mauvaise volonté des politiciens anglais, qui avaient du mal à se détacher de l'Union européenne. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a encore des problèmes avec ça en Angleterre. Mais c'est tout à fait possible pour qu'un État quitte l'Union des États-Unis. Alors je vais vous faire un petit historique parce que le Texas c'est un petit peu particulier, c'est pour ça que ça excite les imaginations. Euh, alors il faut savoir que tout se passe en mars 1836. Alors évidemment début mars, les Texans euh, déclarent leur indépendance par rapport au Mexique. Il faut savoir que le Mexique est devenu indépendant de l'Espagne à peu près 10-15 ans avant. Donc on a affaire quand même à un État, deux États très jeunes, hein. Le Mexique est un petit peu plus ancien que le Texas. Donc le Texas va être indépendant pendant à peu près 9 ans, jusqu'en 1845, où il va rejoindre l'Union, c'est-à-dire les États-Unis, euh, voilà, par un traité d'adhésion, en fait. C'est comme ça que ça marche. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que mars 1836, c'est aussi la chute de Fort Alamo. Alors bon, je vais pas vous faire toute la légende. D'ailleurs, j'ai mis les références. Il y a il y a plusieurs films qui sont intéressants à voir là-dessus, même s'ils sont plus ou moins fidèles à la réalité. Mais il y a les noms comme Jim Bowie, Davy Crockett, les volontaires du Tennessee, William Travis et le général Sam Houston. D'ailleurs, Houston est une ville du Texas qui porte son nom, bien sûr. Et donc, on a quand même un mythe autour de Fort Alamo. Bon, alors que bon, historiquement, c'était pas nécessaire de le tenir, mais bon, c'est c'est Bowie et Travis qui ont décidé de désobéir à Houston, et donc ils ont voulu absolument tenir le fort. Bon, là, c'est pas du tout ce que dit le film de John Wayne, hein, Vie à Alamo 1960 avec John Wayne. Il y a
Il y a qui d'autre encore? Il y a Richard Widmark. Enfin bon, il y a des acteurs quand même relativement connus. Euh, il y a un autre film qui est un petit peu plus ancien, de 1953, avec Glenn Ford, qui s'appelle L'homme de l'Alamo, et qui, alors lui, ça donne une image un petit peu différente parce que ça montre que, en fait, il y a beaucoup de Mexicains qui habitaient le Texas, qu'on appelle les Texicans d'ailleurs, et qui ont rejoint la rébellion contre le Mexique, pour plein de raisons d'ailleurs, trop longues à expliquer ici dans le cadre de cette vidéo. Mais là aussi, on voit bien qu'il y avait quand même des, des dissensions parmi les autochtones et même parmi les gringos, c'est-à-dire les Américains blancs qui étaient venus s'installer dans les années 1820, donc une quinzaine ou une vingtaine d'années avant, et qui, pour certains, s'étaient rangés euh, avec les rebelles et d'autres qui s'étaient plutôt mis du côté du général Santa Anna, qui était le dictateur du Mexique à l'époque. Décidément, hein, le Mexique a du mal à se détacher des dictateurs. Bon, et puis il y a un film plus récent qui est beaucoup plus fidèle à l'histoire, et c'est ce qui s'appelle aussi Via Lamo 2004. Bon, là, c'est moins spectaculaire parce que c'est pas John Wayne, c'est d'autres acteurs plus modernes bien sûr, mais qui font le job. Mais bon, j'ai moins aimé ce film. J'ai préféré la version de John Wayne, bon parce que c'est John Wayne évidemment. Voilà. Donc oui, pour résumer, Fort Alamo 2.0, c'est un fantasme. Euh, une nouvelle de sécession. Alors encore une fois, hein, avec tout ce qui se passe dans le monde et surtout aux États-Unis, etc., tout peut arriver. Moi, je ne, je ne néglige jamais une hypothèse parce que tout peut arriver. Euh, mais je pense que l'article du Spectateur est quand même un article qui a beaucoup de sens vu l'état de santé des Américains. Je les vois pas du tout prendre les armes et demander leur sécession de l'État fédéral. Maintenant, bon, si il y a un autre point intéressant sur lequel je voudrais terminer, c'est que en fait l'État fédéral est très endetté, hein, des trillions de dollars, des milliards de milliards, alors que beaucoup d'États fédérés ont des excédents budgétaires, à tel point qu'ils ont baissé leurs taxes, ou qu'ils vont baisser leurs taxes. Alors bon, pour les États comme la Floride, etc., c'est un petit peu imaginaire parce qu'il y a il y a pas d'impôt sur le revenu, mais par exemple ils vont baisser l'impôt sur les sociétés, ou alors ils vont baisser un petit peu la TVA ou l'équivalent de la TVA, ou alors ils vont baisser les taxes enfin les taxes locales, ils peuvent pas les baisser parce que ça dépend des localités, donc des départements, ce qu'on appelle des counties ou des villes ou des villages. Mais par contre, enfin un État peut baisser sa sales tax, on appelle ça, c'est-à-dire la TVA, et peut baisser évidemment l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir comment un État peut être beaucoup mieux géré que l'État fédéral. Donc plus on se rapproche du local, et mieux c'est géré aux États-Unis en général. Hein, je parle pas de New York ou des grandes villes américaines tenues par des démocrates qui sont une catastrophe. Je parle en général des États qui sont républicains et des localités qui sont gérées par des républicains et qui sont en général, hein, évidemment il y a des exceptions, qui sont mieux gérées que celles qui sont détenues par des démocrates. Bon, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas déçu certains espoirs de sécession. Non, non, non. Mais encore une fois, hein, techniquement, le Texas peut redevenir indépendant comme n'importe quel autre État des États-Unis. Hein. La Floride peut devenir indépendante. D'ailleurs, je sais qu'il y a un film qui va sortir dans quelques mois ou dans quelques semaines sur justement l'hypothèse d'une sécession aux États-Unis. Je l'ai pas vu, hein, j'ai juste vu la bande-annonce. Pour tout vous dire, je me souviens même pas du titre, mais il y a effectivement, je ferai un commentaire sur ce film dès que je pourrai le voir pour vous donner mon ressenti ou mon analyse, hein, si je veux être un peu plus prétentieux, pour vous dire à quel point en fait, il y a beaucoup de fantasmes de sécession, mais pas de l'extrême droite comme disent j'allais dire mes amis de gauche, mais j'en ai pas. Donc, comme dit la gauche américaine, euh, comme dirait la gauche américaine, non, 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 c'est pas du tout ça, c'est un fantasme de gauche en fait.
c'est très intéressant. Voilà. Donc j'en reparlerai plus tard quand j'aurai un petit peu plus d'informations sur ce film. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle est trop longue, découpez-la en petits morceaux. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Faites par 5 minutes ou 10 minutes et puis faites une pause et puis voilà. Mais il y a des thèmes que je suis obligé de développer plus longuement que d'autres parce que bah, ça demande plus de détails et un petit peu plus de temps pour l'analyser rationnellement. Et, euh, et donc voilà mon conseil. Donc merci de bien vouloir envoyer cette vidéo à vos amis, faites-les souscrire à ma chaîne, des pouces levés, ce qu'on appelle des likes, etc., etc. Ça fait toujours plaisir. Merci et à la prochaine.